Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le fonctionnement cellulaire nécessite la présence d'ATP, qui lui-même est produit par la respiration cellulaire ou par la fermentation. Or, ces deux processus métaboliques nécessitent du glucose. Et ce glucose, il provient à la base de l'alimentation. Il va en effet être absorbé par l'intestin grêle après digestion des sucres ou de l'amidon. Au passage, le glucose peut aussi être obtenu par des réactions métaboliques à partir d'autres molécules organiques issues de l'alimentation, comme les lipides ou les protides. Quoi qu'il en soit, ce glucose, une fois obtenu, il va circuler dans le sang afin d'approvisionner l'ensemble de nos organes. Et vu que la bonne production d'ATP est essentielle à chacune de nos cellules, et que celui-ci ne peut pas être stocké, il est nécessaire que le flux de glucose transitant dans le sang soit parfaitement régulé, histoire que nos organes n'en manquent jamais. La concentration de glucose dans le sang, qu'on appelle la glycémie, ne doit donc jamais être trop faible, sous peine de malaise, voire de perte de conscience. Et cette glycémie, elle ne doit pas non plus être trop élevée, car le glucose peut alors entraîner des lésions cellulaires, qui peuvent notamment déboucher sur des accidents vasculaires. Du coup, pour rester en bonne santé, le glucose, il doit toujours avoir la même concentration dans le sang. Au cours de cette vidéo, nous verrons donc les différents processus qui permettent de réguler cette glycémie, ainsi que les dysfonctionnements qui peuvent affecter ces processus. Dysfonctionnements qui peuvent déboucher sur une pathologie que vous connaissez sûrement au moins de nom, le diabète. Nous allons donc commencer dans cette première partie à parler de comment la glycémie est régulée. Et ensuite, au cours du grand B, nous étudierons les modalités du diabète. Et pour commencer, je voulais vous présenter le graphique de l'évolution de la glycémie, donc du taux de glucose sanguin, au cours de la journée. Et là, on remarque quoi? Eh bien, que cette glycémie est relativement stable tout au long de la journée, autour d'une valeur de référence de 1 g par litre. Mais bon, malgré tout, on a quand même quelques petites variations, du genre, juste après les repas, la glycémie a tendance à augmenter, ce qui semble logique vu que le glucose provient de l'alimentation. Et au contraire, entre les repas, notamment pendant la nuit, la glycémie a plutôt tendance à diminuer, même si c'est pas toujours très net. Mais ces variations sont quand même à relativiser. En effet, imaginons un repas moyen comprenant 80 g de glucides. Rien d'excessif là-dedans. Eh bien, si l'ensemble de ces glucides est assimilé et se répartit dans les 20 litres de liquide extracellulaire que contient notre organisme, ça devrait entraîner une augmentation de la glycémie d'environ 80 divisé par 20, soit 4 g par litre. Or, l'augmentation réelle qui est constatée sur ce graphe après un repas est au maximum seulement de 0,4 g par litre environ, soit 1/10 de ce qui aurait été attendu. Et au contraire, au regard de la quantité d'énergie considérable dont on a besoin en permanence pour faire fonctionner nos cellules, on estime que le glucose contenu dans l'ensemble de nos 20 litres de liquide extracellulaire serait à peine suffisant pour tenir 1 heure, et encore, sans faire de sport. Or, bien évidemment, on voit bien qu'on est largement capable de résister sans manger pendant bien plus longtemps que ça. Du coup, on a une espèce de contradiction apparente là. Et cette contradiction, elle ne peut s'expliquer que par la présence d'un stockage du glucose. Je m'explique, après les repas, le glucose en excès serait stocké quelque part, ce qui permettrait d'expliquer que la glycémie augmente beaucoup moins que prévu. Et entre les repas, ce stock serait mobilisé, ce qui expliquerait pourquoi la glycémie ne diminue pas tant que ça, malgré nos dépenses énergétiques continues. Ainsi, ce stockage de glucose, il permet de réguler le taux de glucose sanguin. On parle alors d'homéostasie glycémique. L'homéostasie, ça désigne en fait l'ensemble des mécanismes qui permettent à un organisme vivant de maintenir constant un paramètre physiologique, donc ici la glycémie. Et ce, malgré les modifications du milieu extérieur, donc en l'occurrence ici des variations dans les apports et les consommations de glucose. Mais alors, ce stock de glucose qui permet l'homéostasie glycémique, où est-ce qu'il est? Eh bien en fait, il y a plusieurs organes qui sont impliqués, comme les muscles, les cellules adipeuses et surtout le foie. Alors le foie, c'est un des organes les plus gros du corps humain, il est situé sous la cage thoracique et il est constitué de 4 lobes. Une de ses particularités, c'est que le sang y entre par 2 vaisseaux différents. Alors on a l'artère hépatique qui va approvisionner l'organe en dioxygène, comme n'importe quel organe, mais on a aussi la veine porte hépatique. Alors cette veine-là, elle va permettre de connecter directement le foie au tube digestif. Ainsi, le glucose qui vient d'être assimilé par le tube digestif transitera direct par le foie. Et au-dessus du foie, on a les veines par lesquelles le sang ressort de l'organe qui se rejoignent pour former la veine sus-hépatique. Alors le sang qui repart par là ira ensuite jusqu'au cœur par la veine cave.
En termes de fonction, le foie, c'est vraiment un organe clé dans la régulation de la glycémie, car il va permettre de stocker et de libérer du glucose dans le sang de façon flexible et contrôlée. Alors ce rôle de stockage du foie, il peut être démontré par une expérience simple que vous avez peut-être fait en classe, l'expérience du foie lavé. Alors, le principe de la manipulation est simple, on prend du foie frais, qu'on découpe en petits bouts, on lave ce foie de sorte à enlever tout le sang et tout le glucose qu'il contient. Puis on le met dans de l'eau pendant un certain temps. Au départ, l'eau ne contient pas de glucose, ce qui est logique, puisqu'on vient de laver le foie. Mais au bout de quelques minutes, on s'aperçoit qu'il y a à nouveau du glucose dans le sang. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que le foie a été capable de libérer du glucose. Cette expérience démontre donc la capacité du foie à stocker et à déstocker ce glucose. Alors concrètement, le foie il va stocker le glucose sous forme de glycogène, qui est un glucide complexe formé par la polymérisation de glucose. En fait, le glycogène, c'est comme une espèce de longue chaîne ramifiée, dont chaque maillon serait une molécule de glucose. Et le foie, eh bien, il est capable d'ajouter des glucoses à cette chaîne, grâce à une enzyme. On parle alors de glycogénogénèse. Et comme on l'a vu dans l'expérience du foie lavé, le foie peut aussi libérer des molécules de glucose en découpant la chaîne de glycogène. Et ça, c'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Ainsi, eh bien, le foie il est capable de stocker et déstocker du glucose de façon flexible en alternant glycogénogénèse et glycogénolyse. Et au passage, le foie il est également capable de stocker des lipides, c'est-à-dire des graisses. En fait, grâce à certaines réactions métaboliques, le foie peut transformer le glucose en lipides afin de le stocker, ou inversement, il peut transformer les lipides en glucose quand c'est nécessaire. Alors, du coup, le foie il peut agir de deux façons différentes pendant la journée. Alors, après les repas, il va prélever une partie du glucose contenu dans la veine porte hépatique, et ce glucose, il va le transformer en glycogène en réalisant de la glycogénogénèse. D'ailleurs, si on mesure la quantité de glucose juste après un repas dans la veine porte et dans la veine sus-hépatique, on voit bien qu'il y a un grand écart entre les deux, qui prouve bien que le foie a pris en charge une grosse partie du glucose. Et en revanche, en dehors des repas, eh bien c'est l'inverse qui va se passer, avec le foie qui va se mettre à libérer le glucose stocké dans la veine sus-hépatique. À ce moment-là, on constate qu'il y a davantage de glucose dans le sang qui ressort du foie que dans le sang entrant dans la veine porte. Bon, voilà pour le foie. Mais attention, ce n'est pas le seul organe qui est capable de stocker et déstocker le glucose. Déjà, il faut savoir que le muscle est également capable de créer du glycogène à partir du glucose, donc de faire de la glycogénogénèse, et qu'il est aussi capable d'hydrolyser ce glycogène quand il en a besoin. Mais attention, car contrairement au foie, le muscle se la joue un peu plus perso. C'est-à-dire que le glucose qui va être obtenu par glycogénolyse, il ne pourra servir que pour le muscle lui-même, contrairement au foie qui, lui, va relâcher son glucose dans la circulation sanguine, glucose qui pourra être utilisé par tous les organes. Et enfin, on a également le tissu adipeux qui peut stocker du glucose. Alors le tissu adipeux, c'est un tissu qui peut emmagasiner de grosses quantités de lipides, donc de graisse. Et c'est ce tissu adipeux qui nous fait grossir. Donc c'est lui qu'on cherche à éliminer quand on fait un régime. Et bien ce tissu adipeux, il est capable de prélever du glucose sanguin et de le transformer en lipides. Il peut aussi, au contraire, transformer les lipides en glucose. Alors par là même, il participe aussi quelque part à la régulation de la glycémie. Mais attention, contrairement au foie, la constitution et la mobilisation de ces réserves lipidiques sont beaucoup plus lentes à se mettre en place. On a donc ici beaucoup moins de flexibilité dans le stockage que le foie. Voilà pour ces organes de réserve qui sont capables d'agir directement sur la glycémie en prélevant ou en relâchant du glucose dans le sang. Mais ces organes de réserve ne suffisent pas à assurer l'homéostasie glycémique, pour la simple raison qu'ils sont incapables de mesurer la glycémie. Ainsi, ces organes doivent impérativement être contrôlés par un autre organe, qui jouera, lui, un petit peu le rôle de chef d'orchestre. Et cet organe, c'est le pancréas. Alors le pancréas, c'est un organe en forme de feuille qui se trouve à côté de l'estomac. Il est connecté au duodénum, qui est le premier segment de l'intestin grêle, dans lequel il libère des sucs pancréatiques, qui aident à la digestion. Mais ce pancréas, il a un autre rôle, un rôle caché, qui a été mis en évidence en 1889 par deux chercheurs de l'université de Strasbourg. En fait, ces chercheurs, ils se sont amusés à retirer le pancréas chez un chien, s'attendant à observer des désordres digestifs. Mais à la suite de l'opération, ils furent étonnés de constater que l'animal mourait systématiquement au bout de quelques jours. La cause de la mort ?
une hyperglycémie. Dès lors, ils ont supposé que ce pancréas jouait un rôle dans la régulation de la glycémie. Et cette hypothèse fut rapidement confirmée par d'autres expériences. Alors par exemple, on a une autre équipe de chercheurs qui, encore une fois, a réalisé une ablation du pancréas chez le chien, mais cette fois suivie d'une greffe pancréatique. Ils se sont rendus compte que le chien pouvait ainsi survivre et que la glycémie retrouvait une valeur normale après la greffe. Alors du coup, vu que la greffe ne rétablit que les voies sanguines, les chercheurs ont pu déduire que la fonction régulatrice du pancréas passait par l'émission de substances dans le sang. Alors dans le même genre, on a eu aussi une troisième équipe de chercheurs qui a pu récupérer des extraits pancréatiques et qui les ont injectés à des chiens auxquels on avait retiré le pancréas. Et ils ont alors pu constater que la glycémie rediminuait directement après l'injection de ces extraits, confirmant bien que la fonction régulatrice du pancréas reposait sur l'émission de molécules dans le sang, molécules qu'on appelle des hormones. Alors avant d'aller plus loin, rappelons déjà ce qu'est une hormone. Une hormone, c'est une molécule signalisatrice qui est libérée dans le sang par un organe spécialisé qu'on appelle une glande endocrine et qui va utiliser la circulation sanguine pour atteindre des cellules cibles dotées de récepteurs spécifiques. L'interaction entre l'hormone et ses récepteurs va entraîner une réponse au sein des cellules cibles dont le fonctionnement sera modifié. À savoir que le message hormonal est codé en concentration d'hormones. Plus la concentration hormonale est élevée, plus l'effet de l'hormone sera important. Et inversement. Dans le cas de la régulation de la glycémie, il y a deux hormones produites par le pancréas. Alors l'insuline et le glucagon. Alors, il s'agit de deux petites protéines qui ont pu être isolées à partir d'extraits pancréatiques. Et leur action a pu ensuite être testée. Alors en gros, on s'est rendu compte que lorsqu'on injectait de l'insuline, cela faisait diminuer la glycémie. On dit alors que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. C'est d'ailleurs elle qui est responsable des troubles constatés après l'ablation du pancréas. En revanche, une injection de glucagon entraîne quant à elle une hausse de la glycémie. On parle alors d'hormone hyperglycémiante et on dit que son action est antagoniste à celle de l'insuline. Alors comment ces hormones agissent ? En fait, il existe plusieurs organes ciblés par l'insuline et le glucagon. L'insuline va agir sur quasiment toutes les cellules de l'organisme, en favorisant l'entrée du glucose dans le cytoplasme, ainsi que sa consommation et sa transformation en énergie. Mais l'insuline agit aussi de manière plus spécifique sur les organes de stockage, en favorisant la constitution de réserves de glycogène dans le foie et dans les cellules musculaires, et en stimulant la transformation du glucose en lipides dans les cellules adipeuses. Alors concernant le glucagon, lui, il va agir exclusivement sur les cellules du foie, qui sont les seules à présenter les récepteurs spécifiques à cette hormone. Une fois fixé sur ces récepteurs, le glucagon va favoriser la glycogénolyse, donc la production de glucose à partir du glycogène, ce qui va entraîner la libération de glucose dans le sang, donc une hausse de la glycémie. Et ces deux hormones sont produites par des zones particulières du pancréas. Alors ici, on a une coupe de pancréas observée au microscope optique. La majorité de l'organe est constituée de ce qu'on appelle les acinies, qui sont les structures qui permettent d'émettre les sucs pancréatiques dans l'intestin. Mais on remarque aussi la présence d'îlots cellulaires, dont les caractéristiques semblent bien différentes des autres cellules pancréatiques. Ces zones, on les appelle les îlots de Langerhans. Et on peut noter que ces îlots sont systématiquement richement vascularisés, ce qui semble cohérent avec une fonction endocrine, puisque je rappelle que les hormones doivent être émises dans le sang. Alors au sein de ces îlots de Langerhans, on trouve en réalité deux types de cellules. Les cellules alpha, qui sont responsables de la production de glucagon, et les cellules bêta, qui, elles, sécrètent l'insuline. Et ces cellules alpha et bêta, elles ont également des capteurs à leur surface qui leur permettent de mesurer la concentration de glucose sanguin et qui leur permettent donc d'ajuster leur production hormonale en fonction de la glycémie. Alors en gros, quand la glycémie est trop élevée, les cellules bêta vont réagir en conséquence en produisant de l'insuline. Et au contraire, si la glycémie est trop faible, là ce seront les cellules alpha qui réagiront avec une production de glucagon. Bon, alors j'ai bien conscience que c'est quand même assez compliqué tout ça, alors faisons un petit schéma bilan pour récapituler les différents processus en jeu dans l'homéostasie glycémique. Alors ce schéma bilan, il va prendre la forme d'une boucle qu'on qualifiera de boucle de régulation. Le paramètre réglé par ces processus, c'est la glycémie.
donc le glucose sanguin. Et la valeur de consigne de cette glycémie, c'est 1 g par litre. À partir de là, on a 2 cas de figure. Alors, si la glycémie est supérieure à 1 g par litre, alors ce sera capté par les îlots de Langerhans du pancréas, qui va produire de l'insuline via ces cellules bêta. L'insuline va alors être libérée dans le sang et va entraîner une utilisation et un stockage accru du glucose, ce qui aura pour conséquence un retour à la valeur de consigne. Et si la glycémie, en revanche, est inférieure à 1 g par litre, alors les îlots de Langerhans produiront du glucagon via ces cellules alpha, glucagon qui entraînera un déstockage du glucose par le foie, ce qui permettra encore une fois un retour à la valeur de consigne. Cette boucle de régulation, qu'on appelle aussi rétrocontrôle négatif, eh bien, elle permet donc, quel que soit le cas de figure, de toujours avoir une glycémie réglée, aux alentours de 1 g par litre. Et cette boucle, eh bien, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Comme on l'a vu, la glycémie est normalement parfaitement régulée, ce qui évite les écarts dans un sens comme dans l'autre. Mais dans certains cas, il peut y avoir un dysfonctionnement de l'homéostasie, ce qui débouche sur une hyperglycémie chronique. On parle alors de diabète sucré, ou bien diabète tout court, par abus de langage. Et le diabète, c'est vraiment un enjeu sanitaire majeur dans les pays occidentaux comme la France. Déjà parce que l'hyperglycémie chronique entraîne des troubles qui peuvent avoir des conséquences graves, comme des infarctus tissulaires par exemple. Et ensuite, parce que le diabète touche une large part de la population, soit plus de 4 millions de personnes en France. Chiffre qui est d'ailleurs au fil des ans en constante augmentation. D'où l'intérêt de bien connaître les causes et les traitements de cette maladie. Et d'ailleurs, quand on parle de diabète, on ferait mieux de parler des diabètes, au pluriel, car il existe en fait 2 types de diabète sucré, qui ont des caractéristiques bien différentes. On a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, concernant le diabète de type 1, encore appelé DT1, il se déclare brutalement, généralement dès l'enfance, et chez des individus minces. On le détecte facilement grâce aux symptômes suivants. Soif intense, émission de grandes quantités d'urine sucrée, amaigrissement et fatigue importante. Le diabète de type 1 est en fait dû à une destruction de certaines cellules pancréatiques à cause d'une réaction auto-immune. Alors pour comprendre cela, il faut se remémorer de vos cours de première sur l'immunité. En gros, on produit tous des lymphocytes variés, donc capables de réagir à plein d'antigènes différents. C'est ce qu'on appelle le répertoire immunitaire. Et pendant la mise en place de ce répertoire immunitaire, il y a des mécanismes de sélection qui permettent de détruire les lymphocytes spécifiques de nos antigènes, de nos propres antigènes du soi, afin d'éviter qu'ils les ciblent. Sauf que ces mécanismes peuvent parfois subir des dysfonctionnements. Et dans ce cas, eh bien, on se retrouve avec des lymphocytes qui s'attaquent à nos propres cellules, ce qui peut évidemment poser un tas de problèmes. Et donc c'est ça qu'on appelle une réaction auto-immune. Et donc dans le cas du diabète de type 1, ce sont les îlots de Langerhans qui sont ciblés par la réaction auto-immune, plus précisément les cellules bêta. Et ces cellules bêta, eh bien je rappelle qu'elles produisent l'insuline, et que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Du coup, lorsque les cellules bêta sont détruites, il y a un déficit d'insuline qui va empêcher le stockage de glucose au moment de la prise alimentaire. Le glucose augmentera donc de façon incontrôlée, entraînant les symptômes dont j'ai parlé juste avant. Et si aucun traitement n'est pris, la durée de vie devient très limitée pour l'individu atteint, car les hypoglycémies répétées entraînent invariablement des dysfonctionnements graves dans certains organes. Mais heureusement, ce diabète de type 1, il se traite très bien par la prise directe d'insuline, ce qui permet aux individus concernés de vivre presque normalement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de diabète insulinodépendant. Le principe, il est très simple. Comme le pancréas devient incapable de produire de l'insuline, on en injecte dans le sang dès qu'il en a besoin, ce qui permettra de stocker le glucose excédentaire, donc de rétablir une glycémie normale. Ainsi, les diabétiques de type 1 possèdent ce qu'on appelle des stylos à insuline ou bien des pompes à insuline qui permettent cela. Les stylos leur permettent de s'injecter des doses d'insuline à différents moments de la journée, en général en fonction de l'évolution de la glycémie, et les pompes à insuline ont quant à elles un fonctionnement plus automatisé qui permet l'injection continue et contrôlée d'insuline tout au long de la journée. Au passage, de nouveaux traitements sont en cours de développement qui permettraient de greffer ou de régénérer ces îlots de Langerhans, à suivre donc dans les années à venir. Parlons maintenant du diabète de type 2, et on va voir qu'il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que le DT1. Déjà, il apparaît de façon progressive,
alors que le diabète de type 1 se déclarait de façon brutale. Ensuite, il va généralement concerner des individus d'un certain âge. Et dans 80% des cas, ce sont les personnes souffrant d'obésité qui seront touchées. Dans un premier temps, il n'y a pas spécialement de symptômes, ce qui peut retarder le diagnostic, d'où l'intérêt d'ailleurs de mesurer régulièrement sa glycémie. Mais ensuite, de graves troubles apparaissent, ce qui peut entraîner un tas de complications, comme des insuffisances hépatiques ou rénales, une destruction de la rétine, qui peut aboutir à une cécité totale, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, ou encore des problèmes d'irrigation au niveau des pieds avec un risque d'amputation. Quant à la cause du diabète de type 2, elle est aussi très différente du DT1. En fait, il est dû à ce qu'on appelle une insulinorésistance des cellules cibles de l'insuline. Concrètement, il y a bien de l'insuline produite, mais celle-ci perd son efficacité à cause de différentes raisons. Alors on peut avoir les récepteurs de l'insuline qui, par exemple, peuvent devenir déficients, tout comme les transporteurs de glucose qui sont chargés de faire rentrer le glucose dans les cellules. Et en conséquence de ceci, le glucose aura plus de mal à se stocker, ce qui entraînera encore une fois une augmentation de la glycémie. Du coup, ce type de diabète, on ne peut pas le traiter avec de l'insuline. On parle alors de diabète non insulino-dépendant. Et comme l'insuline ne fonctionne pas, il y a d'autres possibilités de traitement, mais aucun n'est une solution miracle. En fait, le gros du traitement est tout simplement un changement d'hygiène de vie, avec une modification drastique des habitudes alimentaires, afin d'éviter le sucre et de faire régresser l'obésité. Et la pratique d'une activité sportive est également hautement conseillée chez les personnes atteintes. Maintenant qu'on connaît les modalités de ces diabètes, reste à voir quels sont les facteurs responsables de leur déclenchement. Et je rappelle qu'il existe deux grandes familles de facteurs de risque, les facteurs génétiques, qu'on peut aussi appeler prédispositions génétiques, qui sont transmis de façon héréditaire des parents aux enfants, et les facteurs environnementaux, auxquels on est soumis au cours de notre vie. Et afin de savoir la part de génétique dans l'apparition d'une pathologie, on peut faire des études épidémiologiques sur des paires de jumeaux. Et ces études, elles nous disent que lorsqu'un individu est atteint par un diabète de type 1, son jumeau a une probabilité de 40 à 50% d'être atteint également. Vu que les vrais jumeaux ont le même patrimoine génétique, ceci nous suggère que les facteurs génétiques pèsent pour à peu près la moitié de la probabilité d'être atteint d'un DT1. Et pour le diabète de type 2, là, ça sera plutôt 90%. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, le DT2 est davantage dépendant des prédispositions génétiques que le DT1. Aujourd'hui, les scientifiques ont identifié plusieurs gènes impliqués dans ces prédispositions génétiques, qui semblent d'ailleurs être très nombreux pour les diabètes de type 2. Mais alors du coup, on peut quand même constater que l'environnement joue quand même pas mal, surtout pour le DT1. On peut alors se demander quels sont les facteurs de risque d'origine environnementale pour ces deux types de diabète. Alors pour le DT1, il semblerait que certaines molécules présentes dans l'alimentation pourraient être impliquées. Certaines infections virales sont également suspectées de jouer un rôle dans le déclenchement de cette pathologie. Et pour le DT2, ce sont surtout les habitudes alimentaires qui sont pointées du doigt, notamment la présence d'une alimentation trop sucrée. La sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'activité physique, semble également corrélée avec l'occurrence de DT2. Ces deux facteurs sont d'ailleurs impliqués dans l'obésité, qui est particulièrement corrélée avec l'apparition d'un diabète de type 2. On a en effet 80% des diabétiques de type 2 qui souffrent d'obésité. Voilà pour cette dernière vidéo de la série sur la contraction musculaire et apport énergétique. Alors pour faire un petit résumé de tout ça, on peut dire que la glycémie est régulée grâce au stockage et au déstockage du glucose sanguin. Ce stockage, il se réalise principalement grâce au foie, qui va transformer le glucose en glycogène en cas d'excès, et qui va hydrolyser le glycogène en glucose en cas de besoin. Le stockage et le déstockage de glucose est lui-même contrôlé par le pancréas, qui a la capacité de capter les écarts de glycémie et de produire en réponse deux hormones, l'insuline et le glucagon. Mais des dysfonctionnements peuvent perturber cette régulation. En cas de diabète de type 1, les cellules pancréatiques chargées de produire l'insuline sont détruites par une réaction auto-immune, ce qui empêche le stockage du glucose en cas d'hyperglycémie. Et pour le diabète de type 2, ce sont les récepteurs de l'insuline qui ne fonctionnent plus correctement, ce qui empêche également la bonne régulation du glucose sanguin. Ces deux pathologies ont des causes génétiques, mais également des causes environnementales, et leur prise en charge dépend du type de diabète. Alors pour le diabète de type 1, il est traité par la prise régulière d'insuline, tandis que pour le diabète de type 2, ça nécessitera un changement radical d'hygiène de vie. Au passage, le diabète est une des maladies chroniques les plus fréquentes en France, avec plus de 4 millions de personnes touchées.
et ce chiffre est en constante augmentation à cause de l'évolution des modes de vie vers toujours plus de sédentarité. Il s'agit donc de rappeler que la pratique d'une activité sportive régulière, ainsi qu'une alimentation équilibrée, sont essentielles pour éviter ce genre de pathologie, et donc pour rester en bonne santé.